Bonjour Mélissa. Bonjour Alexandra. Bon, je suis très contente d'être avec toi pour cette recette aussi étonnante. Aujourd'hui, on va vous proposer de fabriquer du sucre. On va également vous proposer de discuter autour du sucre, cet aliment qui est un des ingrédients de base de notre cuisine, que tout le monde a, qu'on soit riche, pauvre, dans le monde entier. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est de penser qu'à une époque, c'était un ingrédient de luxe que seuls les rois et les princes pouvaient se permettre d'avoir. Et aujourd'hui, c'est un peu l'ennemi public numéro 1 en matière de santé publique, parce que c'est il est au centre du problème de l'obésité et de tous les problèmes de santé qui vont avec. Donc, on voudrait aborder cette question, mais peut-être surtout un point dont on parle moins autour du sucre, qui est son histoire, qui en fait est vraiment sombre, tant sur le plan humain que sur le plan environnemental. Et donc, voilà, c'est de ça dont on va vous parler. Mélissa, d'ailleurs, c'est toi qui as eu l'idée de fabriquer du sucre à partir de betteraves. Comment tu as eu cette idée ? Oui, c'était un peu mon idée en fait, qui m'est venue en me disant que c'est quand même un aliment qui vient de très loin, mais qui est omniprésent dans nos assiettes et donc qui pour moi représente vraiment bien l'anthropocène. Voilà, et c'est paradoxe le fait que des choses qu'on va consommer très abondamment et très facilement en fait représentent des circulations immenses. Et des productions un peu opaques. Et donc l'idée, c'était un peu de faire son propre sucre. C'est aussi de ralentir ce rythme habituellement rapide en fait de la production du sucre et de se demander, prendre ce temps en fait pour se demander, voilà, comment est-ce que c'est fait et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça nous fait. Et voilà, c'était l'idée de reprendre aussi en main en fait la fabrication d'un ingrédient qui généralement est, en tout cas aujourd'hui, très industriel. Ouais. Donc on va vous proposer aujourd'hui de faire du sucre à partir des betteraves qu'on a ici. Donc on vous prévient quand même, c'est une recette qui est expérimentale, c'est-à-dire que habituellement le sucre de betterave qu'on consomme, il est produit à partir d'une variété qui est différente, qui est la betterave sucrière, qui est choisie parce que sa teneur en sucre est très élevée par rapport aux betteraves rouges qu'on a l'habitude de consommer. Donc on va voir ce que ça donne. Oui, on verra. Et puis en bonne chercheuse, on est curieuse de voir le résultat, et si ça ne marche pas, c'est quand même un résultat. T'as raison, c'est expérimental, on recherche. Et je crois, Mélissa, que tu as trouvé cette recette de fabrication de sucre sur un site de survivalisme. Oui, alors en fait, j'ai fait comme tout le monde, donc je me suis posé des questions et j'ai tapé sur Google et je me suis retrouvée sur un site qui s'appelle citoyenprévoyant.fr. Bon. Et effectivement, je trouve que c'est pas anodin parce que aujourd'hui, voilà, quand on parle d'anthropocène, c'est aussi, on est face à un climat en fait très difficile où on se sent un peu dépossédé, déresponsabilisé, et il y a énormément de personnes en fait qui essaient de relocaliser la production de certains aliments de base pour justement un peu reprendre un certain pouvoir et puis un certain contrôle sur une situation qui nous échappe en fait. Et donc voilà, ça nous ramène un peu à toutes ces réflexions de collapsologie, de survivalisme et qui en disent beaucoup en fait sur aussi le caractère un peu anxiogène en fait de l'époque qu'on vit. C'est ça. Bon, à défaut d'être autonome en sucre de betterave, on va essayer d'en faire au moins un petit peu. Ok, donc on vient de couper finement la betterave. Donc l'idée étant de couper aussi finement possible, c'est ça, pour que la betterave soit en contact avec l'eau et que donc le sucre se relâche au contact de l'eau par osmose, c'est ça ? Exactement, c'est le principe d'osmose. Donc moi j'ai quand même oublié mes cours de SVT, mais l'idée c'est que tout le sucre qui se trouve dans la betterave migre vers l'eau, donc ça va nous donner une eau sucrée à la fin. Et dans le jargon, on appelle ces fines lamelles des cossettes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tremper 5 minutes, on va recouvrir d'une eau qui est tiède. C'est ça. Ouais, elle est plutôt tiède. Et on va laisser tremper une quinzaine de minutes. En ce moment, Mélissa, on dénonce de plus en plus les méfaits du sucre pour la santé, comme on disait tout à l'heure, mais également le rôle du lobby du sucre et aussi les sucres cachés dans notre alimentation. Et en même temps, c'est un ingrédient
qu'on adore, que tous les humains adorent. Et comme l'écrit le journaliste Bernard Pellegrin dans son livre « Sucre, enquête sur l'autre poudre », le sucre a une valeur symbolique, culturelle qui est extrêmement forte. Le sucre, ça représente l'amour, c'est des cadeaux, l'affection, des chocolats qu'on va offrir à quelqu'un quand il nous invite, par exemple. C'est une manière de célébrer. C'est également une manière de se consoler aussi dans un moment de tristesse. Donc on voit que c'est très ancré dans la culture et que ça paraît presque impossible de s'en défaire. Et je me demandais, toi, Mélissa, est-ce que tu aimes le sucre ? Oui, j'aime le sucre, je pense comme tout le monde. C'est vrai que j'ai mes périodes et que c'est jamais sans culpabilité, je pense comme beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que pour moi, ça n'a jamais été anodin parce que j'ai grandi sur l'île de la Réunion. Mon grand-père était propriétaire de terrains de canne, mon oncle travaillait à l'usine sucrière. Donc c'est vrai que très tôt, moi, je me suis assez vite questionnée sur... déjà sur la présence en fait de la canne comme végétale sur les terres, qui occupe vraiment tout le pourtour de l'île, et puis son impact sur la vie des gens en fait, parce que c'est un travail très difficile, mal rémunéré, et puis moi je travaille aussi sur les déchets, sur les circuits courts, et c'est vrai que je me suis assez rapidement demandé tout cet espace qu'on occupe, ça aurait pu être, on aurait pu l'utiliser pour produire quelque chose qu'on mange, pour se nourrir en fait, aller vers l'autosuffisance alimentaire. Et c'est pas du tout ce vers quoi on tend. Donc c'est pas anodin pour moi de parler de sucre, mais évidemment comme tout le monde c'est présent dans les assiettes. J'aime ça et c'est une manière de montrer de l'affection. Donc, Et toi, tu aimes le sucre ? Oui, moi évidemment, comme toi, j'adore le sucre. Je pense que j'ai un rapport, une vision un peu plus individuelle par rapport à ce que tu dis sur ta réflexion à partir du sucre. Moi personnellement, j'ai déjà éprouvé des moments où j'ai senti que j'étais presque en addiction, en dépendance par rapport au sucre. Ouais. J'ai même fait l'expérience de couper le sucre complètement pendant 30 jours. Comme une cure de désintox. C'était exactement une cure de désintox. Et c'était vraiment surprenant de constater physiquement, psychiquement, les effets de cette dépendance. Et moi qui travaille sur la question de l'éducation à l'alimentation auprès des jeunes, j'ai déjà été témoin d'une discussion entre des collégiens et une neuroscientifique qui travaille sur la question de l'addiction au sucre chez les adolescents. Et c'est vraiment fou de voir à quel point le sucre, la consommation de sucre peut avoir un effet sur notre cerveau et notre organisme. Complètement, oui. Et en même temps, c'est vrai que là, pendant qu'on discute, je me rends compte qu'on parle souvent beaucoup du sucre sous le prisme de la santé, de l'obésité, de l'addiction, etc. Et un peu plus rarement de tout ce que ça implique, de la production, de l'histoire aussi, en fait, de comment est-ce que le sucre est arrivé dans nos assiettes. C'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre qu'on a lu toutes les deux, Alexandra, donc Histoire du sucre de Walvin, qui vient de sortir, et qui justement refuse qu'on prenne ces problèmes-là d'obésité, d'histoire esclavagiste, etc., séparément, et plutôt que de les prendre isolément, c'est de vraiment proposer une histoire totale, en fait. L'Anthropocène, ça nous encourage aussi à penser les choses dans leur lien, en fait, plutôt que isolément, ces circulations globales et tout ce que ça implique, en fait. Ce qui m'a intéressée dans le livre de Walvin, c'est qu'on se rend compte que l'histoire du sucre, c'est vraiment l'histoire d'un ingrédient qui va passer d'un statut d'aliment pour privilégié, en fait, pour les riches, pour les nouveaux riches aussi, à un aliment beaucoup plus largement consommé. Et est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu cette petite histoire de comment est-ce que le sucre est arrivé en Europe et plus tard dans le monde ? Oui, effectivement. Donc, ce que Walvin nous raconte dans son livre, c'est que c'est à partir du Moyen-Âge, où à l'époque, c'était surtout dans les pays arabes, l'Empire arabe, que le sucre et le miel, donc le goût sucré, étaient extrêmement appréciés. Donc, à l'époque, c'était aussi quelque chose qui était réservé aux puissants. C'était un moyen de montrer sa puissance, sa richesse, notamment lors de banquets extravagants où il y avait des sculptures en sucre vraiment extraordinaires. Et une autre chose intéressante, j'ai trouvé, c'est que le goût sucré, le miel, le sucre était aussi symboliquement associé à des choses très positives, notamment dans les textes sacrés. Il y avait un lien qui était fait avec le paradis et des formes de vertu morale. Et donc en fait, au Moyen-Âge, lors de l'expansion de l'Empire arabe, c'est comme ça qu'il est venu en Europe. Et aussi à travers les croisés européens qui ont ramené la canne à sucre de l'Empire arabe. Et à l'époque, on parle uniquement de sucre de canne, il n'y avait pas de sucre de betterave, ça n'existait pas. Oui, et c'est vrai que ça, c'est intéressant parce qu'on se fait souvent une image
Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'avant de lire le livre de Walvin, je me faisais un peu d'une image du Moyen-Âge, par exemple, comme avec des problèmes dentaires très répandus, qu'on voit beaucoup dans les films, en fait. Et en fait, on se rend compte que non, ces problèmes ont vraiment commencé avec l'arrivée du sucre. Et que par exemple, Walvin prend cet exemple du Vésuve. En fait, donc, quand on a excavé les cadavres très bien conservés, etc., on a retrouvé des dentitions parfaites. Donc c'est vraiment les problèmes de dents, on commence avec l'arrivée du sucre et sa surconsommation. Oui, exactement. Au fur et à mesure que le sucre est implanté en Europe, que les riches européens, et surtout à la cour, commencent à en consommer, on voit apparaître des problèmes dentaires qui sont très très graves, au point tel que les dentitions des nobles, des aristocrates, des familles royales étaient complètement ravagées. Et on dit même, en tout cas c'est ce que Walvin nous raconte dans son livre, qu'à l'époque, une des raisons pour lesquelles les modèles, les personnes qui posaient pour des portraits en peinture ne souriaient pas. On ne voit jamais leurs dents parce qu'ils avaient des dentitions qui étaient horribles. Et si on pense par exemple à Louis XIV, à 40 ans, il n'avait plus de dents. À une époque où c'est justement à ce moment-là qu'on commençait à consommer beaucoup de sucre. Là où aujourd'hui, heureusement, la médecine est capable de réparer tous ces ravages dus à la consommation de sucre. Mais en tout cas, les descriptions dans le livre sont vraiment fleuries. Enfin, on parle même des mâchoires complètement difformes en fait. C'est vrai que ça nous fait imaginer cette période-là vraiment différemment parce qu'un visage, c'est ce qu'on présente au monde. Donc On se disait, Alexandra, qu'en Europe, les problèmes commencent véritablement avec la démocratisation du sucre, c'est ça ? La démocratisation du sucre, elle est intimement liée à la colonisation et à l'esclavage, parce qu'à partir du 15e, du 16e siècle, quand les colons européens s'installent et colonisent les Amériques, ils ont l'idée de s'enrichir avec le commerce du sucre. Et c'est fou de se dire d'ailleurs que les pays européens colonisateurs tiennent une partie de leur richesse de ce commerce du sucre lié à l'esclavage. Et donc avec l'esclavage, évidemment, il y avait une production de sucre à très faible coût, ce qui a permis cette démocratisation du sucre dans le monde entier et pour les Européens, même les plus pauvres. Et donc à partir du 17e, 18e et surtout à partir du 19e siècle, le sucre était un aliment de base, un aliment ordinaire. Les Français étaient devenus un peu accros. Ils en utilisaient dans leur café, dans leur chocolat, dans leur dessert. Voilà, vraiment, c'était un aliment quotidien. Et même si on regarde, même au 19e siècle, c'était devenu un ingrédient presque de pauvre. La confiture, par exemple, faisait partie d'un des aliments de base d'un ouvrier au 19e siècle. Tout à fait. Donc en fait, à partir des années 1600, le sucre n'est plus l'apanage des riches ou des nouveaux riches. Et c'est véritablement le travail d'esclaves qui va rendre accessible le sucre par cette chute des prix qu'elle permet. Et finalement, moi, c'est ce que je trouve qui est intéressant dans le livre de Walvin, c'est qu'il donne vraiment à voir les raisons historiques de cette chute des prix et de cette démocratisation, qui est donc non seulement qui est l'histoire coloniale en fait. Donc non seulement l'histoire de l'esclavage, il faut rappeler que ça a concerné au moins 12 millions de personnes, et c'est un chiffre sans doute revu à la baisse, mais en plus la transformation des écosystèmes en monoculture de sucre, donc ce qui a voulu dire complètement raser des forêts primaires pour en faire des monocultures de sucre. Et on voit aujourd'hui, c'est encore visible en fait quand on regarde Haïti par exemple en images satellitaires, on voit que c'est des paysages tout pelés, complètement remplacés par des monocultures, et en même temps le métissage qui est issu de cette histoire coloniale. Ce lien en fait entre histoire du sucre et histoire coloniale, il se poursuit même jusqu'à la Révolution française, ou donc la révolte des esclaves en 1789, qui va faire que Napoléon va même être obligé de relancer la recherche sur le sucre de betterave pour pouvoir remplacer ce sucre qui ne vient plus en fait. Et ça va continuer jusqu'à la réouverture des ports au sucre de canne en 1815, à la fin des guerres napoléoniennes. Donc finalement, c'est au début du 19e siècle que le sucre de betterave est vraiment, on va dire, inventé de manière industrielle. C'est ça, il y avait déjà en fait des tentatives au Moyen-Âge, mais c'est vraiment avec Napoléon, justement avec cette menace de la fin du travail d'esclaves, qui cherche à relocaliser en fait la production sucrière. D'accord. Aujourd'hui, la France est le premier producteur européen de sucre en comptant les territoires d'outre-mer et le deuxième producteur mondial de sucre de betterave. Les monocultures de betterave présentent des paysages assez impressionnants qui ne sont pas sans rappeler en fait les paysages de canne à sucre. Donc avec vraiment des étendues à perte de vue
de betterave et qui pose aussi la question donc des néonicotinoïdes. Exactement, tu l'as très bien prononcé. Effectivement, c'est cet insecticide qui est très dangereux pour les abeilles, qui menace en fait leur survie et qui a été insecticide qui a été récemment réautorisé dans l'agriculture française et spécifique pour la culture de la betterave. Exactement. Ça, ouais. Et ça pose la question, le fait que cet insecticide soit réautorisé spécifiquement pour cette culture, ça pose vraiment la question de l'aspect lucratif de cette culture et à quel point elle est importante en termes de revenus pour la France. Et donc des enjeux aussi en termes de lobby du sucre, bien sûr. Aujourd'hui, la responsabilité du sucre dans l'épidémie d'obésité, c'est encore un sujet controversé, même s'il y a de plus en plus d'études scientifiques qui montrent à quel point cet ingrédient peut être aussi source, sinon la cause de l'obésité. Et aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, estime qu'il y a environ 1/3 de personnes en surpoids dans le monde, dont 1/4 qui est obèse. Donc ça pose la question aussi, évidemment, du sucre en termes de santé publique. Complètement. Genre, tu peux l'observer, genre... Ah. Ça marche super bien. C'est pas mal, franchement, ça a le goût de sucre. On y croit. Ça a la forme du sucre. C'est fou. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. C'est vraiment une réussite. Donc bravo Mélissa. Bravo Alexandra. Ouais. Et je fais quoi là? Tu le mets, non? Waouh. Ça brûle. Tu sais qu'on est peut-être à 2 doigts d'avoir du sucre et qu'on croit, parce qu'on n'a pas confiance. Ça me brûle quand je tourne. Ah ouais. Écoutez, nous allons être franches avec vous. Cette recette de sucre est un échec. Comme vous pouvez le constater, ce qui était censé commencer à cristalliser n'a pas du tout cristallisé et ça ressemble plutôt à une sorte de jus de casserole qui ne ressemble pas du tout à du sucre. Donc on a essayé de faire cristalliser ce mélange en faisant réduire, donc comme c'était prévu, et en ajoutant du sucre. Mais ça n'a pas du tout marché. Peut-être qu'on n'a pas laissé assez tremper. Peut-être qu'on n'a juste pas assez le temps. Je sais pas, Mélissa. Et ben moi, ça me fait beaucoup penser à la thèse finalement, cette expérience inconcluante, parce que voilà, des fois on essaye des choses et c'est pas parce que le résultat est négatif que l'expérience n'était pas intéressante à faire. Exactement. Mais moi, je me demande aussi où est-ce qu'on a. Est-ce que c'est un problème avec la betterave? Est-ce que c'est un problème avec le temps de trempage? Moi, je vous encourage à la maison à essayer plusieurs fois et peut-être qu'ensemble, on trouvera la recette du sucre de betterave sucrière. C'est ça, c'est vraiment ça l'esprit de la recherche, c'est toujours aller plus loin dans l'expérimentation.